Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 37e épisode de Lift Talk, toujours en compagnie de l'énorme Victor. Los Grossos Vicos. LV2 espagnol. C'est pas vrai, j'ai fait allemand, mais justement, vous allez voir, on va vous en parler, ça m'a pas servi tout le week-end dernier. Ah purée, mais moi aussi j'ai tout perdu en allemand. Ah bah moi, j'ai jamais rien eu, mais bon, moi, maintenant je suis sûr, hein, voilà, c'est sûr. Ça m'a rappelé les compréhensions orales. Putain, mais comment je pigeais rien du tout, c'est incroyable. Donc j'introduis déjà le podcast en vous notifiant que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux, notamment Instagram, Victor Scarlatti et pour ma part Lift Trainer. Il y a aussi le YouTube Lift Trainer ainsi que le site streetliftingfrance.fr où vous trouverez bientôt la magnifique et l'énorme formation d'Ips qui a pris du retard, mais qui est en cours de finalisation. C'est pour la bonne cause. Sachez que c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est parce qu'on veut que ça soit nickel, c'est pour ça. Et j'embraye tout de suite sur les championnats du monde de ce week-end. Victor, alors vas-y, raconte-nous un peu là, parce qu'il y a beaucoup à dire. Bah alors, moi, ce que je te propose, ce qu'on peut faire, c'est en première partie parler un petit peu de l'organisation, parler du déroulement, parler de ce que c'est une compétition internationale, etc. Les points positifs, négatifs, et après de parler un peu plus de nos expériences personnelles respectives, toi avec Axel, et puis bah aussi avec moi, mine de rien, et puis moi avec moi, et qu'on décrive un petit peu comment les matchs ont été gérés. Comme ça vous permet aussi d'avoir un retour de compétition. Du coup, on vous en parle quand même assez souvent de préparer une compétition, comment gérer l'avant, comment gérer le pendant, et bah, on pourra aussi justement parler peut-être de comment gérer l'après, pour être intéressant. Mais déjà, du coup, ce que je te propose, c'est de se lancer sur un petit peu la description de l'événement, les points positifs, les points négatifs. Toi, je sais que tu as pas mal à redire. Là, ce que je te propose, c'est première partie déjà l'organisation, et après, on parle peut-être un petit peu de l'arbitrage, le règlement, etc. Ok, bah moi ça me va. Hein. Parfait. Bah déjà, en termes d'organisation, c'était un événement qui était quand même assez beau d'un point de vue esthétique, on va dire. Il y avait une belle scène, on va dire. C'était vraiment quand même, on va dire que quand tu es athlète, tu es un peu du bon côté. Tu es quand même assez bien choyé, en quelque sorte. Tu as aussi du bon matériel pour t'échauffer, etc. Ça, c'était très agréable. Le petit bémol, c'est évidemment pour les spectateurs, je parle de ceux qui sont sur place, parce que malheureusement, il y avait vraiment une place très très restreinte pour assister tout simplement à la compétition. Je ne saurais pas trop vous expliquer comment c'était fait, mais admettez que faut vous visualiser un petit peu une sorte d'espace assez clos. Et en fait, il y avait très peu d'espace pour se positionner devant les gens qui passaient, qui faisaient leur passage. Et du coup, ça fait qu'il y avait beaucoup plus de place en fait sur le côté. Sauf que sur le côté, vu qu'il n'y avait pas de gradin, il n'y avait rien, tout le monde était au même niveau. Ce qui faisait que une fois que tu avais 3-4 rangées de personnes devant toi, c'était un peu compliqué de voir. Donc ça, c'était pas terrible en termes d'organisation. Mais après, par contre, pour ce qui était du live, s'il y en a parmi vous qui ont suivi le live, vous avez peut-être pu vous rendre compte quand même que la qualité était vraiment au rendez-vous. Franchement, la qualité audiovisuelle du live, etc., c'était vraiment rien à redire. Le montage en live, en direct, etc., c'était, je trouve, super bien fait. Ça faisait vraiment très professionnel pour le coup. Donc ça, c'est agréable parce que ça donne vraiment une bonne image de la discipline et puis de l'événement aussi en lui-même. Donc ça rendait le truc très, très plaisant. Et sinon, donc ça, c'est vraiment pour l'aspect un petit peu, le paraître. Maintenant, on va essayer peut-être, tiens Marco, je te laisse un peu embrayer sur tout ce qui était l'arbitrage, peut-être les petits vices, entre guillemets, d'arbitrage qu'on pourrait décrire, qu'on a notifié nous-mêmes,
Et après aussi les points de règlement, tout simplement, parce qu'il y a l'arbitrage, il y a le règlement et il y a la façon dont le règlement est appliqué. Donc ça, c'est l'arbitrage. Et du coup, différencier un petit peu ces deux trucs, mais voir déjà donc l'arbitrage, comment le règlement est appliqué. Ok, bah déjà plus globalement, moi j'ai plutôt eu un ressenti positif par rapport à cette compétition. On sentait, comme tu l'as mentionné, qu'ils avaient mis les moyens sur tout ce qui était vidéo, son, animation. Il y avait un DJ également, un speaker, etc. Ils avaient mis le paquet là-dessus. Ils avaient fait appel en fait à une société en fait qui est plutôt spécialisée elle dans le powerlifting et quand en fait tout un staff avec tout le matos professionnel pour comment dire gérer ce genre d'événement. Donc ça, c'était hyper agréable, hyper plaisant. Comme tu l'as dit aussi au niveau pour les athlètes, il y avait toute une partie salle de chauffe qui était vachement bien aménagée. Il y avait souvent, voilà, il y a très peu de racks. Des fois, il n'y a pas que des poids calibrés. On doit mixer entre genre même des bumpers, etc. Ouais, Là, ouais. c'était vraiment full calibré. Il y avait, je sais pas moi, 6 barres de traction, il y avait 3 racks à squat, même voire plus, parce qu'il y avait Il 3 y racks. avait trois gomboracs et après, ouais, il y avait plein d'autres spots pour squatter classique, quoi. Voilà, il y avait des structures de CrossFit où tu pouvais squatter aussi dessus. Au niveau des stations à dips, je crois qu'il y en avait 3 en Il y en salle de. avait, je pense, au moins 4. Au Ah, il y moins en 4. Il y avait en avait 4. 3 qui étaient fixés sur des racks, la même que celle que j'ai, et il y en avait une comme celle de la compétition. Ok, ouais, donc enfin, c'était vraiment là-dessus, franchement, c'était top. Pour les athlètes, c'était nickel. Il y avait aussi, ça peut-être en amont, on pourra en parler, on arrive à la compétition aussi, la prise en charge a été bien gérée. Il y avait un enregistrement des athlètes, des coachs, parce que voilà, les coachs avaient un badge qui donnait aussi accès à la salle de chauffe, qui n'était pas accessible au public. Il y avait aussi, pour, par exemple, Pas Noah. accessible dans la théorie. Pas accessible dans Voilà. la théorie, après, voilà. Ça, c'est justement les petits trucs qu'on pourra peut-être un peu dire sur l'organisation. Ouais. Et il y avait aussi un pass média pour les personnes qui avaient un caméraman avec eux, etc. Donc vraiment, là-dessus, on peut dire qu'ils avaient fait le taf aussi au niveau de la pesée. Je trouve que c'était plutôt bien organisé. C'était dans des sortes de cabines d'essayage, là, enfin des Ouais, cabines. ouais, c'est ça. Il y Pour avait se changer, quoi. il y avait plusieurs balances pour voir si le poids vraiment était bon, etc. Donc vraiment, ils avaient vraiment une préparation, je pense, en amont qui était vraiment. Enfin, moi, je les salue par rapport à ça, qui moi-même est un organisateur d'événements. Je sais ce que ça implique. Et franchement, ils avaient vraiment fait un beau travail là-dessus. Même au niveau de la communication sur les réseaux, etc. C'était vraiment bien. Donc vraiment tout ça, faut dire en fait qu'on sait bien, faut dire aussi qu'on sait moins bien. Mais vraiment voilà, vraiment chapeau par rapport à ça. Et puis bon bah voilà, par la suite tout ce qui était arbitrage, bon bah là en fait on se confronte un peu à ce qu'on a l'habitude sur les compétitions internationales, c'est-à-dire que nous en France on a la FNSL qui est une fédération plutôt stricte au niveau des règles, qui a des règles définies sur tout le territoire. Et puis après, bon, bah, il y a le reste du monde, on va dire, sans être méprisant, mais et du coup, les arbitrages, bon, bah là, en fait, je pense qu'il y a le vrai problème de fond et le problème qu'il va falloir anticiper en France. Et c'est un truc sur lequel on a déjà réfléchi à ça, hein. C'est instaurer des formations pour être arbitre officiel. Parce que là, on avait affaire à des mecs, bon, je me doute peut-être qu'ils faisaient du street lifting. Je sais même pas. J'ai envie de croire qu'ils faisaient du street lifting. Mais des fois, ça se Mais voyait parmi que. plusieurs, c'était des mecs qui étaient là l'année dernière, hein. Parmi Ah plusieurs, ouais. il y en avait qui étaient là l'année précédente. Donc Ah, tu peux te dire qu'au moins, voilà, quoi, ils étaient quand même.
Ok, j'ai pas fait attention à ça, mais on voyait qu'il y avait quelques défauts. Les arbitres se regardaient pour valider les lifts, etc. Il y avait un manque d'objectivité aussi parfois. Les arbitres aussi, des fois, arrivaient pas à faire la part des choses. Il y avait des fois une hype du public Ouais, ouais, oui. qui impactait leur jugement par rapport à l'arbitrage. C'est-à-dire En que si tout le gros, monde crie, ouais, une fois que quelqu'un a fait son lift, que le mec il célèbre déjà, c'était validé. ouais, c'était un C'était un peu peu ça. dur pour eux. Après, on peut les comprendre aussi, hein. Oui, Faut pas leur jeter la pierre, mais on peut comprendre qu'ils soient eux aussi emportés par la hype et ils ont envie de valider, quoi. oui, oui, oui. Non, mais Voilà. il y a le côté humain Ouais, qui est toujours à prendre en compte. Mais après, bon, pour moi, le rôle de l'arbitre, justement, c'est quand même de réussir à s'extraire de ça. Après, je suis d'accord exactement, que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. c'est Voilà. ça. C'est ça. Mais déjà, pour moi, en fait, il y avait une implication. Déjà, je crois qu'ils étaient tous debout. Ça, c'est un truc qui m'a un peu étonné. Bravo à eux d'ailleurs, parce qu'ils sont restés debout tout le week-end. Ah, On pour le voit... squat, il y avait un mec qui était affalé pour voir l'ADEPS, Ah qui ouais, était ok. un petit peu genre à moitié allongé au sol, en gros. Donc en gros, bon, là-dessus, c'était vraiment discutable. Je pense qu'il y a pas mal de records ou même, enfin voilà, de lifts en règle générale qui n'auraient pas dû être validés. À titre perso, nous qui organisons les FNSL Grand Ouest, il y a plein de choses que j'aurais pas validées, moi en tant qu'arbitre. Mais voilà, ça a été validé sur cet événement-là. C'est peut-être aussi à cause de ça qu'il y a eu des grosses perfs. Enfin, le niveau a augmenté, hein, ça c'est une chose. Évidemment, bien sûr. Et je pense que l'arbitrage aussi a aidé, on va dire, à valider Oui, certaines. à laisser passer certaines choses. Mais aussi, ce qu'on peut notifier, c'est une règle dont ils avaient informé les compétiteurs assez tardivement. C'était, je pense, un truc qu'ils devaient réfléchir à le faire ou pas le faire. Finalement, donc c'est ce qu'ils ont fait. C'était qu'en gros, contrairement au powerlifting et même au streetlifting en France, comme c'est appliqué, là, vous deviez avoir les 3 arbitres qui validaient chaque performance. Vous ne pouviez pas avoir 2 arbitres qui valident, un arbitre qui ne valide pas et que la performance soit passée. Il fallait nécessairement les 3 arbitres parce que leur argument c'était que chaque arbitre regardait en fait un point technique fixement, c'est-à-dire que tu en avais un par exemple qui regardait aux tractions les genoux, un qui regardait le menton et un qui vérifiait les ordres par exemple, et strictement que ça, et rien d'autre. Donc c'est à dire qu'il fallait que nécessairement tout le monde valide pour que chaque point du règlement soit respecté. Donc sur le papier, ça paraît justement pas très strict et ça assure l'inverse de ce qu'on a constaté, c'est-à-dire de laisser passer que des trucs qui respectent le règlement. Sauf que dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que les gens, vu qu'ils savaient, les arbitres, vu qu'ils savaient que sur eux reposait en fait la validation ou l'invalidation d'un lift, c'est dès le moment où il y en avait un qui disait non, c'est pas bon, et peu importe ce que disaient les autres, c'est que c'était pas bon. Donc pour eux, ça crée une sorte de pression, ce qui faisait qu'ils osaient pas, et comme disait Marco, souvent ils se regardaient un petit peu les uns les autres pour voir un petit peu jauger ce que pensaient les autres et valider ou pas valider. Donc finalement, je pense que cette règle, qui même si sur le papier elle paraît bonne, dans les faits, elle n'est pas tellement bonne. Ou alors il faudrait qu'elle soit vraiment appliquée strictement et que il soit il soit très regardant sur la technique et tout, et que du coup, pour le coup, certainement, ça filtre énormément plus que ce que ça a été. Mais voilà, il faut choisir soit un juste milieu, soit pencher vraiment d'un côté, mais pas être un peu entre les deux, parce que sinon, ça va poser souci, je pense, comme ce qu'on a vu, quoi. Ouais, Et ouais, Marco c'est aussi, ce que ça. tu m'avais dit, qui était intelligent, c'était l'anonymisation, je Ouais, sais pas comment on peut ça, dire, c'est pas ça. du choix de l'arbitrage, de Le la fait d'être décision prise par en un tant arbitre. qu'arbitre, en gros, autrement dit, ça serait comme ça, quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc de ne pas savoir qui a mis un rouge, par exemple, comme ça permet aussi de ne pas avoir directement la faute rejetée sur vous, si jamais il y a En quelqu'un fait, qui n'est pas content ce qu'il faut parce savoir, que c'est vous l'avez mis un OREP. en tant qu'arbitre, en fait, déjà, faut savoir, enfin, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que c'est pas une expérience agréable. Parce qu'on n'a jamais envie de mettre des no-lift quand un athlète passe. On sait tout ce que Évidemment, évidemment.
tout ce que ça implique, il s'est préparé pendant des semaines, des mois, voire des années. On n'a pas envie de lui mettre des rouges. Mais en fait, si on commence aussi à dire ouais, bon, allez, bon, il a fait un petit keep, mais ça reste quand même Ouais, ça reste convenable. Et puis bon, peut-être que c'est un athlète élite qui est mis sur le devant de la scène. Et bon, voilà, c'est embêtant quand même de lui mettre un no-lift. Sauf que bah, si on commence à penser comme ça, bah, on accepte tout, quoi. On finit par c'est tout ça, accepter. bien sûr. Et c'est comme ça que ça se dégrade. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est par rapport à l'attitude des arbitres. Quand tu es arbitre, faut être vraiment stoïque, tu vois. Faut laisser Ah rien oui, transparaître. Parce que tu laisses pas transparaître de joie et tu laisses pas transparaître non plus du mécontentement ou quoi. Tu es vraiment totalement neutre. Et c'est pas vraiment ce qu'on a retrouvé ce week-end. Je voyais les mecs même, ils célébraient presque en même temps que les athlètes, quoi. Dans un sens, c'est bien parce que ça crée de la proximité et tout. Mais je pense que c'est pas le rôle des arbitres. Donc voilà, moi je leur jette pas la pierre et tout parce qu'à côté, je trouve qu'ils ont mis plein de bonnes choses en place, mais c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de gens qui étaient mécontents de l'arbitrage et je pense à juste titre, je les rejoins pas mal là-dessus, quoi. et dans un sens comme dans l'autre en plus, parce que, comme on a dit, là, on aurait pu vous laisser penser que l'arbitrage, du coup, il était extrêmement laxiste, ce qui n'était pas forcément le cas, parce qu'en fait, le truc qui était, enfin, le problème, on va dire, c'est que il y avait aussi des choses qui n'étaient pas validées, qui pourtant, pour le coup, paraissaient valides de manière indiscutable. Moi, franchement, j'ai vu, Ah ouais. bah, je le cite très clairement, je pense le premier essai de Inès, donc de la SWAT team qui a, bah, je pense, qui a gagné de mémoire, oui, c'est ça qui a gagné en moins de 70. Son premier essai au dips, genre je le vois, je me dis putain nickel, la descente elle est genre indiscutable, elle remonte vite, c'est propre, tout nickel, respect des ordres, rien à redire. Et en gros, il lui avait pas validé parce que soi-disant, et même admettons, ok, ça, déjà que je trouve que c'est un point de règlement qui est un peu sombre, mais même admettons que ce point de règlement, il existe, c'est-à-dire le fait de la ceinture qu'elles doivent passer sous les barres de dips de profil, normalement c'est les hanches, hein. Mais là je sais pas pourquoi il parlait de la ceinture, bref. Et ben c'était soi-disant pas le cas pour eux, alors que pourtant, franchement, sur la vidéo, le review de profil, c'était largement le cas. Donc après, ça n'a un peu pas trop de sens parce que ça veut dire que ça incite les athlètes, ce que j'ai fait moi du coup après, à mettre la ceinture assez basse, genre taille basse, pour être sûr que la ceinture passe bien quand on descend au dips. Sauf que le truc, c'est que ça crée une sorte de certain danger, on va dire, parce que la ceinture peut peut-être plus facilement glisser du coup, peut créer une instabilité, etc. Bref. Et du coup, je trouve que ça, c'est un point de règlement un petit peu particulier. Pour moi, le référentiel des hanches, donc une articulation qui est sur votre corps, donc qui ne bouge pas, la hanche, votre hanche, elle est toujours au même endroit par rapport à vous, et ben ça, je trouve que c'est un repère qui est bien plus logique, plutôt que en fait, de l'équipement, ou je sais pas, même ce serait comme dire un vêtement. Genre, ce serait comme dire, ouais, la ceinture de ton pantalon, si elle descend pas comme ci, comme ça, quand tu fais tel mouvement, c'est pas bon. Alors que non, ça n'a pas de sens, tu vois. Au dips, c'est l'épaule qui doit passer sous le coude. Au squat, c'est la hanche qui doit passer sous le genou. Pourquoi là, c'est un équipement. Donc bref, j'ai trouvé ça assez particulier. Et il y avait d'autres trucs, hein. Là, c'est vraiment un truc que j'avais en tête. Parce que quand je l'avais vu et que j'avais vu une rep, j'étais en mode, mais quoi? Mais sinon, il y avait vraiment d'autres trucs qui avaient été invalidés. Bah pareil, bah, d'ailleurs, toi, tu peux en parler, Marco, aussi, par rapport à Axel que tu accompagnais, qui avait eu son muscle-up, là, qui avait été invalidé par rapport aux histoires de mousqueton au, donc au muscle-up. Et ça, pareil, c'était quand même assez particulier, quoi. Ouais, ça c'est en fait moi ce que j'ai pas apprécié et ce qu'on retrouve en fait j'ai pas enfin si au fond je sais exactement pourquoi ils ont fait ça. D'imposer aux athlètes de tous porter la ceinture King of Weighted de la marque King of Weighted. Bon voilà, on n'est pas dupe, hein, on sait que c'est purement commercial le move. Sauf que c'est comme si demain je fais une compète de street lifting, de powerlifting, et on m'impose une ceinture de force. Bah non, en fait, en plus, tu es habitué à une ceinture, à une longueur de corde, etc. Moi, je sais que même la corde la plus longue de cette marque-là, elle me convient pas parce qu'elle n'est pas encore assez longue.
Donc ça, moi, en tant qu'athlète, perso, ça m'aurait vraiment agacé. Et bon, voilà, je comprends la démarche, mais je la trouve, enfin, je trouve pas ça pertinent parce que t'imposes pas une ceinture de l'Est, en fait. Oui, tu imposes des critères que ton matériel doit respecter, comme c'est le cas en force. On sait que la largeur maximale, c'est, je sais plus, 10 mm, enfin l'épaisseur, et la largeur, c'est pareil, je sais plus combien. Et tu as des ceintures qui sont valides, pas valides. Toi, tu prends une ceinture qui est valide, de la marque que tu veux. Ça te permet aussi d'avoir un truc qui est selon ton budget et de faire les compromis avec ce que tu peux faire pour ta pratique, etc. Mais au moins, tu sais que voilà, tu n'es pas figé sur une seule catégorie de matériel, quoi. Ouais. Et puis, ouais, c'est exactement ça. Et là, en fait, ce qui a pas, alors c'était écrit pour le coup dans le règlement. Donc là, c'est incontestable. On peut pas remettre en question la décision de l'arbitre. Mais en fait, Axel, sur son deuxième essai, elle fait son muscle-up. Alors, il passait nickel et tout. Sauf qu'en fait, elle avait pas accroché un des deux mousquetons. Enfin, il y avait un mousqueton qui était libre. Et en fait, elle s'est vue, il y a un arbitre qui l'a vu, hein. D'ailleurs, là, du coup, pour le coup, c'est bien parce qu'il a été attentif, l'arbitre. Et donc, on s'est vu refuser l'essai, le deuxième essai, à cause d'une petite erreur comme ça. Mais encore, pour le coup, ça, je trouve ça assez justifié, à la limite, que tous les mousquetons soient attachés, ok. Mais d'imposer une ceinture, moi, c'est plutôt ça qui Oui, m'a. oui, oui. Et comme tu le disais aussi, ce qu'ils auraient dû instaurer ou ce qui pourrait être améliorable par la suite, c'est un contrôle tout simplement du matériel, comme il se fait en powerlifting. Vous arrivez sur le lieu de compétition en même temps que la pesée. Il y a des gens qui s'occupent de ça, qui vous vérifient votre matériel. Et ça, c'est un truc, je pense, qui c'est important et de mettre ça en place rapidement sur les prochaines compétitions. Oui, oui, bien sûr, non, mais je suis d'accord. Mais après aussi, pour revenir par rapport au règlement, pour dire quelque chose de manière anecdotique et vous conseiller, c'est vrai que je sais que moi, le premier jour, on m'avait dit, quand il est venu me voir, il m'a dit, ouais, ok, là sur le premier jour, franchement, le règlement, il n'est pas bien appliqué, il y a plein de reps au dips qui passent limite, il y a plein de reps au squat, pareil, qui passent limite, il y a plein de reps, même enfin, sur tous les mouvements, en fait. Il y a des muscle-up un petit peu kippés, il y a des tractions, parfois le menton, bah, il touche la barre, mais il passe pas au-dessus, etc., etc. Donc je sais qu'on m'avait dit, ouais, essaye d'optimiser, tu vois, en gros. Essaye d'optimiser, fais les trucs pour que, enfin, tu vois, n'hésite pas à mettre plus lourd, en gros, pour que tu puisses jouer plus un match, etc., plutôt que de te retrouver en dessous parce que tu respectes trop le règlement. Mais moi, tu vois, j'ai pas du tout pris cette décision-là parce que déjà, il y a jamais, enfin, c'est jamais toujours stable, on va dire. Parfois, le règlement, il sera plus ou moins bien appliqué d'une personne à l'autre. C'est même pas une question de à la tête ou quoi. C'est juste, il y a des moments où les arbitres, ils sont plus ou moins, enfin, comment dire, ils vont vraiment plus être attentifs à ce qui va se passer. Bref. Et du coup, bah, moi, je vous conseille, dans tous les cas, peu importe comment on vous dit que le règlement il est, respectez les standards à l'entraînement, respectez les standards, proche des compétitions, soyez encore plus attentifs à ça. N'hésitez pas à demander à quelqu'un à vous donner pardon, les ordres, etc. Pour respecter les ordres, il faut que vous soyez irréprochable là-dessus. Et après, il ne faut pas que vous sortiez un argument du style ouais, mais machin, il a plus ou moins respecté, etc. On s'en fout. Vous, on sait que vous avez été honnête avec vous-même, vous avez validé vos lifts en respectant le règlement, et du coup, bah, vous avez aussi des repères de progression. Parce que, comme on l'a dit très souvent, ok, je fais une dips à 100 kg à un instant T, et je fais 3 mois plus tard une dips à 110, sauf que je descends 15 cm de moins et je suis plus valide. Donc j'ai pas progressé, parce que j'ai plus le même référentiel d'amplitude. Donc c'est pour ça, soyez systématiquement honnête avec vous-même, c'est hyper important de pas justement, bah voilà, d'avoir des progrès sur des pseudo-optimisations techniques. On en voit beaucoup des athlètes qui font ça. Et je vous le déconseille fortement parce que c'est vraiment pas être honnête avec vous-même et c'est pas une preuve de progression dans tous les cas. Donc soyez objectif, ne regardez pas que les chiffres, mais soyez conscient de la réalisation technique. Ouais, c'est ça. Et ouais, bah, de toute façon, là-dessus, j'ai rien à rajouter, moi. Et au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, je trouve que
par exemple, par rapport au planning de passage, je trouve que ça a été bien respecté. En revanche, ce que j'aurais aimé, c'est plus de communication entre le staff, les athlètes et les coachs. Je trouvais que ça, tu te rappelles, des fois, on était en salle de chauffe et on se demandait, ouais, est-ce que ça va bien commencer à cette heure-ci, etc. Et Oui, puis oui, oui. après, tu étais appelé sur le vif, quoi. Bim, ça démarre, Ouais, on ouais. sait que ça démarre et voilà, tu vois. Donc, bon, Bon, après, on a l'anecdote des muscle up. ouais, purée, ouais. Ouais, vas-y, raconte. Bah, donc c'est très simple. Je commence à m'échauffer, faire mon échauffement global et tout. Je vois un petit peu comment, enfin, le timing des autres athlètes qui commencent à s'échauffer. Je me dis donc c'est le moment, machin. Je fais ma petite montée en charge. Et en gros, moi, mon objectif, donc rappelez-vous, je suis gaze en muscle up. Hein. Rappelez-vous, je suis pourri. Non, en vrai, bon, bref, je ne vais pas faire encore tout un long descriptif, mais j'avais un peu progressé dessus. Je m'étais fumé les avant-bras et les biceps, style tendine. C'était pas vraiment les tendines, mais c'était style ça. Ça m'avait fait un petit peu perdre dessus. Bon, bref. Normalement, j'aurais pu sortir un peu plus, et peu importe. Donc, en gros, mon objectif, c'était d'ouvrir avec 7,5 ou 10 kilos. Donc, en premier, on avait dit 7,5, parce que comme ça, on peut monter facilement. Et puis s'il y a un problème, justement, comme là, il aurait pu y avoir, et que justement j'avais dit 10, et que finalement 10, bah, je l'aurais pas bien senti, que sais-je ou quoi, et ben j'aurais pu être dans la merde, que si je dis 7,5, je veux monter à 10, pas de souci. Et par contre, si je fais 7,5 et que 7,5, bah, justement c'est déjà assez dur, bon bah j'ai bien fait de dire 7,5. En gros. Donc moi ce que je voulais faire, c'était à ma chauffe, faire mon premier essai, en gros, et le refaire après sur la plateforme, parce que je savais que ça me coûterait pas trop au muscle up, vu qu'en plus le premier essai était pour le coup vraiment light, donc ça me faisait pas trop peur, et je voulais voir du coup ce que valait la forme du jour, parce que sur les muscle up, c'est quand même quelque chose qui est très très variable, et du coup bah, je voulais tout simplement voir comment le taper il m'avait aidé à récupérer. Donc je monte, je fais 7,5 en la warm-up, je me dis ok putain 7,5, tac ça vole bien, je vais faire 10, pour voir après comme ça si on change le premier essai pour mettre 10, pour voir comment je passe 10, etc. si je le sens bien. Sauf que au moment où je fais 7,5, je sais pas, je pense qu'il se passe. Bah si, oui, je me rappelle, je pars chercher un peu de 10 pour faire 10. Donc il se passe genre vraiment 1 minute 30 hein, à peine. Et là, on entend le speaker qui dit mon nom, comme quoi je dois passer pour faire les muscle-up. Donc là, pour le coup, j'accours, je fonce sur la plateforme, je mets le poids sur ma ceinture, etc. Et je fais le muscle-up avec vraiment, donc, comme j'ai dit, moins de 2 minutes d'intervalle entre 7,5 que j'ai fait à l'échauffement et le 7,5 que j'ai fait, parce que du coup, bah, on avait mis 7,5, on n'a pas eu le temps de le changer, et le 7,5 que j'ai fait en live sur la plateforme, ça ne m'a pas posé problème du tout, parce que justement, c'était très léger, mais c'est aussi donc pour vous rappeler l'importance, comme on le dit souvent, du choix du premier essai, de faire un premier essai qui vraiment est pas trop élevé, parce que admettons, pour une raison X ou Y, vous n'avez pas pu finir votre chauffe, votre montée en charge, ou alors comme moi, vous venez de la finir, mais le timing n'est pas bon et vous devez passer, et ben, il faut que malgré cette problématique-là, vous puissiez passer votre premier essai et avec quand même une marge conséquente. Il ne faut pas que vous le passiez à la mort. Voilà. Donc c'est vraiment l'importance aussi du choix du premier essai. Donc bref, c'est pour dire qu'en effet, c'est vrai qu'ils ne nous tenaient pas suffisamment au courant, on va dire, sur le timing de passage, etc. etc. Ok. Ouais, ouais, donc après, ils ont respecté un peu les horaires quand même. Ça s'est fini à l'heure quasi qui était prévue, etc. Donc là-dessus, c'était bien géré. On sait que des fois, ça peut prendre un petit peu en longueur. Là, c'était pas le cas. Donc ça aussi, c'est positif. Donc en fait, globalement, si on fait la synthèse de tout ça, voilà, hein, c'était plutôt pas mal. Et bon, il y a l'arbitrage. Et puis, deuxième chose, moi, qui m'a surpris, c'est que bon, l'espace pour les spectateurs qui étaient sur place était vraiment très restreint. Ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Et qu'il n'y avait pas non plus de place assise. Voilà, ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Mais après, c'est comme on en parlait en off, c'est que je pense qu'ils ont leur budget, ils l'ont investi vachement dans tout ce qui était prise d'image et tout ce qui était son, jeu de lumière, etc. Et en fait, bon, bah voilà, concrètement, ils avaient plus assez d'argent, à mon avis, pour le reste. Et donc, il y a des trucs qu'ils ont un peu mis de côté.
Mais bon, ça, c'est dommage parce que je trouve que c'est limite un petit peu un manque de respect pour les gens qui se déplacent. Surtout que là, c'était un championnat du monde, donc il y avait vraiment des gens bah, du monde entier hein, qui étaient là. Et Ouais, qui faisait vraiment du jugement, bien sûr. des gens qui étaient là juste en tant que spectateurs, qui étaient même pas avec des athlètes ou des choses comme ça, qui étaient vraiment venus voir le show, quoi. Donc bon, ça, je trouve ça vraiment dommage. Oui, non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que sur ce plan-là, moi, clairement, bah, je sais que le samedi, moi, je suis passé le dimanche, le samedi, j'étais venu pour voir sur place la compétition et je suis resté, franchement, je sais pas, je suis resté 15 minutes. Je me suis dit, bah, ok, bah, je vois rien. Je vais rentrer, me poser dans la chambre d'hôtel pour être allongé, tranquille, et je vais regarder le live en fait, parce que le live pour le coup qui était extrêmement propre. Donc c'est vrai que tu payes ta place et finalement, bah, t'es plus confort à regarder gratuitement sur le live et le live qui, comme on l'a dit, donc était pour le coup très. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le truc qui était dommage. Voilà, ça a une changé de salle présente. L'année précédente, ça s'était passé dans un Gold Gym. Donc, je ne sais pas comment c'était la précédente en termes de place, etc. Mais forcément, tu changes tes repères, tu dois te réadapter à la salle. C'est toujours compliqué, évidemment, la gestion. Marco, lui, il le sait encore mieux que moi. Donc, c'est encore au balbutiement. On a cité donc des points d'amélioration qui sont évidents. Après, il y a d'autres points aussi, qui nous apparaît pas mal, on a dit de l'arbitrage, c'est-à-dire l'application du règlement. Et après, il y a pas mal de points règlement particulier. Donc, on nous apparaît des ceintures aussi, mais ce qui était aussi particulier, c'était notamment, enfin particulier, qui différait en tout cas de la France, c'était par exemple pour les muscle-up, on peut mettre les poids en travers devant les jambes. Donc ça après, de toute façon, c'est à débat. Hein. Est-ce que ça permet de bien regarder le mouvement des genoux, de ne pas gêner la technique, etc. A priori, ça rend plus difficile ce point d'arbitrage. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu tendancieux. Donc, ça, il l'accepte. En France, c'est pas accepté. Donc, déjà, ça diffère un petit peu. Pour les tractions, globalement, le règlement elle-même, normalement, ils avaient introduit récemment la règle de il fallait que le menton ne passe pas simplement au-dessus de la barre, mais qu'il soit vraiment au-dessus de la barre dans le sens comment dire, sur tous les plans, quoi, sur l'axe vertical et l'axe horizontal. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'était pas le cas très souvent. Il l'appliquait que sur l'axe vertical et pas forcément sur l'axe horizontal. Donc bref, il y avait ça déjà qui posait un petit peu souci en termes d'application du règlement pour le coup, même si c'est un point de règlement donc, qui était récemment ajouté. Ensuite, il y a toujours encore les coudières pour les dips. Donc les coudières pour les dips, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus. C'est toujours quelque chose qui n'est pas autorisé en France. Je ne dis pas que ça devrait l'être. Je dis simplement que ça diffère et que aussi, ce qu'on a pu voir, enfin moi, ce que j'ai pu voir en salle de chauffe, c'était des mecs qui enfilaient les coudières à plusieurs. C'est-à-dire qu'ils mettaient des coudières excessivement serrées. Donc ça, après, ça les regarde. Simplement, en powerlifting, typiquement, il existe une règle pour essayer de contrer un petit peu ça, qui est, tu dois être en mesure de mettre ton matériel toi-même. Tu ne dois pas avoir besoin d'aide extérieure. Donc là, pareil, on pourrait imaginer cette règle-là pour quand même modérer l'utilisation des coudières. Parce que moi, du coup, j'ai des coudières taille M. Donc, il faut savoir que les coudières taille M, c'est quand même assez grand. Globalement, je les enfile un peu comme des manches d'un t-shirt quasiment. Donc, ça donne une bonne sensation, c'est agréable. Et franchement, moi, je suis assez sensible aux douleurs au coude, etc. Ça me permettait très souvent de ne pas en avoir. Donc, c'était assez agréable. Mais voilà, c'est pour dire que les coudières peuvent aider, même quand elles ne sont pas très serrées. Enfin, en tout cas, donner une bonne sensation. Parce que c'est avant tout quand même un outil qui est là pour vous protéger, prémunir des blessures, etc. Et là, c'était vraiment plus quelque chose qui était utilisé comme un cheat code, on va dire. Et après, à nouveau, pour le squat, point de règlement qui différait énormément, c'était la tenue en fait nécessaire pour le squat. C'est-à-dire que vous aviez le droit de mettre un legging sous vos genouillères, vous avez même le droit de mettre, enfin peu importe, un jogging sous les genouillères, il n'y avait pas de règle par rapport à ça. Donc là, pour le coup, pour ceux qui n'ont jamais essayé, vous ne savez peut-être pas ce que ça fait, mais si on met un legging sous des genouillères assez serrées, ou pire, un jogging, donc un truc encore plus épais, et les genouillères, franchement, elles donnent un renvoi de fou. Ça aide vraiment sensiblement plus. Hein. Je ne peux pas vous dire, ça fait gagner X kilos, j'en sais rien, mais ça aide quand même sensiblement plus. Et pareil, il y avait le droit de mettre, par exemple, un sweat sous sa ceinture.
ta ceinture de squat. Et donc ça permet aussi de rajouter de l'épaisseur avec la ceinture, mais une épaisseur un peu molle en quelque sorte. C'est pas comme si vous mettiez une armure autour de vous, c'est vraiment une épaisseur un peu molle, ce qui fait que ça absorbe et la ceinture vous aide elle aussi, elle vous offre un soutien vraiment supérieur. Donc à nouveau, ça pareil, si vous n'avez pas testé, moi je peux vous le dire de ma période old school bodybuilding, avec un bon sweat, en transpirant comme un bœuf et en mettant une ceinture par-dessus pour faire du rowing buste penché, tel Dorian Yates, eh bien, je peux vous dire que ça aide vraiment sensiblement plus. La différence, je la ressentais largement à l'époque, par exemple. Donc ça, voilà. C'est des points sur l'habillage qui sont déjà évidemment pas qu'on n'a pas en power. Et je trouve que pour le coup, sur ça, il faudrait vraiment s'inspirer du power, parce que c'est un sport qui est extrêmement analogue et les mouvements sont quand même assez proches dans les caractéristiques, pas forcément dans la gestuelle, mais bon, après il y a le squat qui est pareil, mais dans les caractéristiques comparées à l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est le même principe que le power et le street, mais c'est des mouvements qui sont très différents dans leurs caractéristiques, beaucoup plus explosifs, etc. Donc on n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes aides et tout. Mais en tout cas, c'est un sport dont on devrait beaucoup s'inspirer, je pense, pour ces points de règlement-là, pour l'habillage et tout. Ça serait vraiment des choses à faire, je pense. Ouais. Qu'en penses-tu? Ouais, bah, tu sais, moi là-dessus, on partage vraiment la même vision et comment le sens que doit prendre, on va dire, le street lifting pour se professionnaliser et se crédibiliser aussi. Et après, on sait bien que faut garder notre identité, on va dire, mais on peut s'inspirer aussi de ce qui se fait déjà, notamment dans le power, sans pour autant faire un copier-coller de ce qui s'y fait, hein. Donc voilà. Oui, Donc, non, mais je suis d'accord. Pas faire forcément un copier-coller, mais bon, après, voilà, on sait que ils ont rencontré certaines problématiques, notamment pour le bench, avec les bench ultra cheatés qui respectaient les règles d'amplitude. Ils ont modifié les règles pour que ça colle au truc. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même cette notion de. Il y a plus tout simplement d'XP. Les mecs, ils ont vécu plus d'années à appliquer le exactement. règlement et à voir les défauts. Et du coup, ils ont pu faire les petites modifs. Donc voilà. Les limites du règlement, quoi. Ouais, ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Parce que là, en fait, ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que là, à cette allure, bah, l'année prochaine, on risque de voir aussi des performances peut-être plus importantes et qui seront aussi discutables. Tu vois, parce que en gros, ça met aussi une certaine limite, on va dire, en termes de performance, forcément. Quand Bien vous, sûr. quand on vous dit de faire des tractions sans aucun keeping, bah, ça limite vachement parce que même un petit keeping à des poids élevés, ça peut faire rajouter pas mal de kilos. Donc c'est aussi pour limiter ces trucs-là parce que ça n'a plus aucun sens, quoi. On voit dans les pays de l'Est, par exemple, je vois moi souvent en Russie les mecs qui font les tractions. Mais bon, nous, on n'appelle pas ça des tractions, quoi. On pourrait appeler ça, tu sais, il y a les butterfly pull-up au CrossFit, là, c'est les frog pull-up, quoi. Un autre D'ailleurs, animal un peu moins gracieux. Dommage pour eux. d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a constaté bah, le week-end dernier, hein, que ce soit au dips ou aux tractions, vraiment des positions de départ, des exécutions, des flexions du Oui, dos, qui putain, étaient. j'ai oublié pour les dips. J'ai oublié pour les dips, le point de règlement, il y a le droit d'avoir les jambes fléchies, par Ouais, exemple, au je- championnat du monde. Ça. moi, clairement, ça, c'est totalement no rep pour moi, hein, donc, bon, voilà. Bon, après, Parce que sachant que voilà, il y a fléchi et fléchi, mais on a vraiment vu un Italien en moins de 73 qui a fini troisième, donc qui a fait quand même un sacré résultat. En plus, troisième à quasiment rien de Franzi qui a fait deuxième. Et lui, il dipsait littéralement les jambes à 90 degrés, quoi. Comme on peut voir des mecs dipser un peu dans des parcs sur des stations très basses, en fait. ouais, ouais, c'est ça. Donc ça, voilà, c'est encore un point de règlement qu'il faudrait essayer Les de classes. généraliser pour tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez, c'est quand même assez drôle à voir d'un point de vue professionnel. Tu vois tout le monde qui fait des trucs différents. Justement, c'est un peu comme le CrossFit. Le CrossFit, il y a des points d'arbitrage qui changent un petit peu chaque année. C'est pas ouf. Et comme tu as dit aussi, oui, ça m'a fait penser, j'y repense pour le matériel. C'est ça, en fait, tu autorises certains trucs en termes d'application du règlement, tu autorises certains trucs en termes de. Justement, tu vois, peut-être une année, tu leur permets de mettre des coudières où ils sont quatre à les enfiler. Du coup, les coudières, elles te scindent les bras, mais par contre, elles te font remonter beaucoup plus facilement. Et l'année d'après, en fait, tu dis non, il n'y a plus le droit à ça. Donc le truc, c'est que l'année d'avant, tu as des records qui ont été mis grâce à ça, en partie. Exactement. Et Ouais. du coup, en fait, les records, ils deviennent imbattables. C'est comme en natation.
à l'époque où ils avaient autorisé la combinaison, là, l'espèce de maillot qu'ils mettaient. Et tout le monde avait battu les records. Parce que c'était indéniable que ça aidait. Sauf qu'ensuite, ils ont dit bon, en fait, c'est trop cheaté, on enlève. Et ils ont quand même laissé les records réalisés avec les maillots. Donc le truc, c'est que maintenant, les records, ils sont quasiment imbattables. Donc c'est exactement ce qui peut arriver si justement on laisse trop de temps, un règlement un petit peu, on va dire, flou sur certains points. Et le truc, c'est qu'après, les performances stagneront tout simplement, quoi. Exactement, ouais, t'as bien synthétisé ce que je voulais dire. Ouais, donc je pense on a fait le tour sur tout ce qui était organisation, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de positifs. On voit qu'il y a eu un gros effort de fait. C'est pas un truc qui a été fait sur le pouce comme ça à l'arrache. Loin de là, ça a été vraiment préparé. Il y a eu du travail et tout. Donc vraiment bravo là-dessus. Après, voilà, il y a des points d'amélioration, comme dans toutes les compétitions d'ailleurs, hein. Bien sûr. Il y a toujours des points d'amélioration. Donc après, ce qu'on vous avait proposé d'aborder, c'était les matchs en fait qu'on a eu. Alors du coup, moi j'ai co-géré le match avec Victor et un ami qu'on a en commun là. Et puis aussi, donc je coachais Axel qui était en moins de 70. Donc je parle d'abord de ça, puis après je te laisserai la Vas-y, bien sûr, bien sûr. parole, parce que je pense que tu auras beaucoup plus à développer ensuite. Alors Axel, elle est passée le samedi matin. Elle faisait partie des premiers groupes à passer. Donc déjà en amont, ce que je veux vous expliquer un peu, c'est que déjà c'est une préparation qui s'est très bien passée parce que Axel, elle était vachement impliquée dans le processus. Elle a appliqué les choses, elle essayait de comprendre, etc. Et puis moi aussi, j'avais une attention particulière, forcément pour ces championnats du monde. Donc vraiment, en fait, elle est arrivée quand même confiante parce qu'on a fait une fin de prépa qui était vraiment plutôt positive globalement. Même s'il y a eu, alors il y a toujours des petits trucs qui peuvent être entre parenthèses ratés à la fin, des performances qu'on n'arrive pas vraiment à valider parce qu'il y a une telle accumulation de fatigue qu'il y a des paramètres des fois qui sont durs à contrôler par rapport à ça. Et en plus de ça, moi, Axel, ça fait pas hyper longtemps que je la suivais. Ça faisait 3 mois. Enfin, là actuellement, ça fait 3 mois. Donc, j'avais aussi un recul qui était suffisant. Mais voilà. Donc, j'ai pas pris de risque non plus à lui faire des choses qui étaient inatteignables, etc. Donc, il y a eu un gros travail technique qui a été fait sur globalement tout. Les muscle-ups, c'était vraiment le truc où elle était le plus au point. Et vraiment, c'était les push où on a vraiment fait un travail important sur tout ce qui est, j'en parle souvent, la mise en tension, le setup, la position de départ, etc. Elle avait, parce que Axel est issu pas mal du statique et du street workout aussi. Elle a fait un peu de freestyle aussi, enfin, elle a touché un petit peu à tout. Et donc, elle a des automatismes aussi de ces disciplines-là. Et même si on vous le dit toujours, le street lifting, ça apprend, enfin, c'est originaire du street workout, mais maintenant c'est bien différent. Il y a des exécutions qui sont vraiment propres à cette discipline-là. Donc voilà, globalement, on a fait un gros travail là-dessus, ce qui s'est vraiment avéré payant. Aussi, il y a eu tout un travail, on va dire, de mise en confiance psychologique, en fait, aussi en amont. On s'appelait toutes les semaines pour faire le point. Ça aussi, on en parlait, je sais plus, je crois que c'est dans le podcast d'avant ou deux podcasts avant, je sais plus, qu'on vous Sur le disait. coaching, c'est le précédent, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et que des fois, il y a des choses qu'on peut pas se dire par écrit ou par audio interposé. Et je pense que la personne se livre beaucoup plus facilement quand on l'appelle que par écrit ou quoi que ce soit. Il y a des fois des choses qui viennent au fur et à mesure de la discussion, en fait, des trucs auxquels on penserait pas. Donc voilà, on s'est planifié ça en amont. Vraiment pour moi, j'ai vraiment essayé de la mettre en confiance, de la rassurer. Ça, c'est hyper important.
de vraiment comprendre, avoir une compréhension globale des choses, de comprendre aussi un peu sa psychologie, parce que chaque athlète, chaque personne est différent, voir comment elle réagissait, etc. Et ce qui m'a permis le jour, ce qui nous a permis, vraiment, c'est un travail collaboratif. Le jour J, de vraiment, mais je trouve qu'on a vraiment géré de bout en bout en fait le match. Il y a eu cette petite erreur au niveau des mousquetons sur le deuxième essai. Au muscle-up, le troisième essai, malheureusement, enfin, elle n'a pas réussi à la valider, la rep. Donc voilà, mais sinon, sur tout le reste, les trois derniers essais sur traction, dips, squat ont été validés avec la forme du jour, etc., en suivant quand même pas mal le plan qui avait été préétabli. On a adapté forcément en fonction des deuxièmes essais, etc. Mais globalement, et c'est ce que je lui ai dit, c'est que elle aurait pu prendre 5 kilos de plus sur le muscle-up qui n'avait pas été validé, mais ça n'aurait pas changé le classement. Donc vraiment, elle a exprimé son potentiel sur le moment T, le jour de la compète. Et vraiment, elle a donné le maximum d'elle-même. Elle a pas fait d'erreur technique. Elle a vraiment appliqué tout ce qu'on avait vu, nous, les 3 derniers mois, etc. Donc vraiment, moi, j'ai été hyper content. Voilà, elle le sait, hein, je l'ai félicité là-dessus. Donc on a vraiment eu un match vraiment parfait, quasi. Donc voilà, et puis bah forcément, vous y étiez pas, vous avez vu le live, mais voilà, il y a toujours quand même vachement d'émotions sur ce genre d'événement avec des enjeux qui sont quand même plutôt importants pour le coup. Bien sûr. Voilà, on n'y allait pas forcément, on n'avait pas, nous, fait une stratégie, par exemple, on visait une place en particulier et tout. Vraiment, la stratégie, c'était donner le meilleur de soi-même. Et on avait quand même analysé la concurrence, hein, forcément. On savait à peu près comment on était situé. Mais comme on se l'est dit pendant les 2 jours et on le savait déjà avant, en fait, le jour d'une compétition, tout peut arriver. Et en fait, il n'y a rien qui est prédéfini parce c'est vrai qu'on a tendance à un peu à être fataliste parce qu'on se dit, ouais, un tel a un meilleur total que nous. Alors bon, bah, c'est quasiment sûr qu'il sera devant moi, etc. Mais finalement, en fait, il y a des paramètres qui sont pas contrôlables le jour J. Bah, notamment bah, l'arbitrage, on en parlait. Il y a aussi bah, vachement le matériel parce que vous avez peut-être pas l'habitude du matériel utilisé. Il y a la forme aussi du jour. Le trajet, ça peut être hyper fatigant, etc. Il y La a plein. pression, tout simplement, hein. Ouais, voilà, ouais, ça Facteur aussi. psychologique. Peut-être ça, on pourrait même le mettre en première place. Mais ouais, donc tu vois, il y a tout ça qui joue. Voilà, c'était vraiment un bon moment en tant que coach de vivre ça. Et vraiment top. Et enfin voilà, au vu de ce qu'elle a fait samedi dernier, vraiment, Axel, c'est quelqu'un qui a le potentiel pour être championne. Et vraiment, si elle améliore ses points faibles, entre parenthèses, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de points faibles à ce niveau-là? Ouais. Bah, du coup, elle pourrait vraiment viser bah, des podiums et vraiment viser le top niveau, quoi. Donc, vraiment, on va travailler là-dessus. Et voilà, globalement, très positif. Et puis, je fais une petite intro te concernant. Donc, vraiment, bah, pareil, ton match, je trouve il a été bien géré, bien sécuritaire. Je pense aussi on n'était pas trop de deux pour te gérer. Parce que franchement, je trouve que ça a vraiment été en fait bénéfique d'être deux. Un Euh, travail collaboratif, je dirais, ouais, bien. ouais, c'est ça, ouais, Bonne synergie, une bonne synergie. ouais, exactement. En fait, on était complémentaires, on avait des visions différentes, mais qui se recoupaient à un moment donné. Et je pense, voilà, on t'a bien orienté. Toi, tu te connaissais déjà vraiment pas mal et tout. Donc tout ça, ça a fait que
Bah ouais, voilà quoi, t'as fait ce que t'as fait, et puis voilà, bah, je te laisse la parole pour expliquer tout ça. Et bah alors, bon, j'ai déjà pas mal décrit au niveau des muscles, je vais pas revenir dessus. Comme j'ai dit, voilà, donc j'avais eu des gênes pas mal importantes au niveau des avant-bras biceps, donc en pronation. Tous les tirage en pronation, j'étais très gêné. Ce qui faisait que j'avais bien progressé au muscle, parce que ça a toujours été mon point faible. Hein. J'ai jamais validé plus de 15 kilos, de toute façon, pour faire simple. C'était mon record, et record entre guillemets. Et du coup, je partais pour espérer faire 15 kilos, parce que c'est vrai que les douleurs en fin de prépa m'avaient vraiment refroidi de ouf. Et je me dis, putain, je vais peut-être même pas réussir à faire 15 kilos, parce que franchement, dès que je tirais haut pour m'approcher de la barre, la fin de flexion de bras me faisait vraiment très mal. Donc je sentais qu'en fait, je m'inhibais pas mal. J'arrêtais de tirer, en fait, parce que comment dire, je faisais gaffe à pas me faire plus mal, en gros. Bref, j'avais l'appréhension de la douleur. Et donc ça, eh ben, ce que j'avais pas planifié, c'est que le jour J, eh ben, t'y penses pas. T'y penses pas vraiment, en fait, tu t'as mal, mais en fait, tu t'en fous, tu tires le plus fort que tu peux pour monter le plus haut que tu peux, et après, tu jettes les coudes et t'es au-dessus de la barre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé une rep à 15 kilos, donc qui était très simple, très simple, qui était quand même assez simple, ou qui me laissait de la marge. Comme on a dit avec Marco, on a joué un match sécuritaire parce que moi, mon objectif, c'est ce que je vous conseille également, c'est ok, on a ces objectifs de manière générale, que ce soit de total ou par mouvement, mais c'est important quand même d'écouter la forme du jour, d'écouter aussi la forme des semaines qui précèdent. Il va forcément compter, qui va compter pour définir la forme du jour. Parce que peut-être que vous étiez très bien il y a un mois avant la compète, et peut-être que 2 semaines avant la compète, malheureusement, c'était moins bien. Donc ça peut être peut-être l'effet du picking, mais est-ce que le taper l'a bien dissipé? Ou peut-être que non. Donc ça, c'est vraiment à vous de vraiment être très attentif à vous. Et on s'est bien écouté là-dessus, on a fait les bons choix, on a tout validé sur les muscle-up, les tractions, globalement, la même chose, hein, les tractions. La petite surprise, c'est que j'ai tiré en supination, parce que comme j'ai dit, en pronation, j'avais très mal. J'ai fait une rep il y a, on va dire, 3 semaines, on va dire, avant la compétition, à 67,5, donc qui était quand même quelque chose de censé être assez léger. Je visais 80 à la base en pronation, comme je toujours tiré, et 67,5, qui était vraiment très très difficile déjà, parce que tout simplement, j'inhibais, en fait, produisais pas tellement de force que ça, parce que j'avais vraiment mal quand je tirais. Donc bref, 67,5 très lente. 3 semaines avant, je me dis, bon, vraiment une sorte de... je me dis, bon, faut que je teste en supination. Ce qui avait l'air d'être une connerie sur le moment, je me suis dit, putain, c'est complètement débile, parce que supination, j'ai toujours été en difficulté, ça m'a toujours fait mal aux avant-bras, parce que j'étais pas assez souple, et j'avais un valgus trop prononcé, mais finalement, en gérant bien la planif, etc., et en apprenant, on va dire, à bien me placer, j'ai réussi à mitiger énormément les douleurs. J'avais très peu mal quand je tirais en supination, à condition de ne pas avoir trop de volume, et ça faisait que j'ai pu exprimer plus de force finalement dessus, et faire une 75, pareil, une rep à 75, donc égaliser mon PR en pronation, même si je savais que j'avais plus normalement, vraiment très facilement. Donc je suis assez confiant également sur le fait de pouvoir faire plus assez prochainement, donc ça je suis assez content. Donc on a vraiment sécurisé les essais sur le tirage. Ensuite est venu les dips. Les dips, donc où j'étais vraiment bien en forme tout le long de la prépa. J'avais fait les ajustements qu'il fallait, j'avais eu une petite méforme, on va dire, je sais pas, 2 blocs avant la prépa, et j'avais réussi à vraiment comprendre ce qui me manquait. J'étais assez confiant sur les choix que j'avais faits, ça avait très bien fonctionné, et j'avais fait 2 fois une rep, par exemple, lors de ma prépa, proche de la compétition, à 127,5, donc à 2,5 kg de mon record, qui était de 30 kg, mais je savais que j'avais sensiblement plus, 127,5, vraiment passé extrêmement facilement. Donc moi, ce que je planifiais pour la compétition, c'est quelque chose entre 135 et 140. J'avais secrètement très envie de faire 140, mais je préférais, toujours dans cette optique de valider tous les essais, d'être sûr de tous les essais, partir sur 137,5. Le fait est que la forme du jour n'était pas bonne sur les dips. Étonnamment, voilà, finalement, la forme du jour était meilleure sur le tirage, là où je suis pourtant moins fort. Et du coup, sur les dips, je sentais que tout le long de la chauffe, j'étais pas ouf. J'étais vraiment pas incroyable. Donc, le essai que j'avais choisi, c'était 125. Ça me permettait que, même si j'étais pas très en forme, je puisse quand même l'assurer en étant sûr d'avoir les standards de compétition qui sont valides, de maintenir quand même une certaine marge, que l'arrêt ne me coûte pas trop. Donc, je la valide quand même pas trop difficilement, mais je sens que par rapport à ce que ça aurait dû être, c'était quand même pas mal plus dur que ce que j'aurais voulu.
Donc normalement, deuxième essai, je voulais faire 132,5. 132,5, après, ça me laissait par exemple 135, 137 ou 140, en fonction de comment 132 passait. J'ai senti que 125 passait pas suffisamment bien pour que je fasse 132. Je voulais pas faire 130. Ce 130, je l'avais déjà validé plusieurs fois, etc. Là, je voulais vraiment juste dépasser les 130. Donc je voulais faire 131,25 kg. Je savais au fond de moi que c'était un petit peu haut comme deuxième essai par rapport à ma forme du jour. Mais c'était ce que je voulais faire. Pour vraiment dépasser les 130, j'avais une sorte de barrière mentale un petit peu des 130, on va dire. Et bam, deuxième essai, je le rate. Donc là, c'était quand même vraiment les boules. Parce que la barrière psychologique, c'est pas tant ça qu'à jouer, hein, c'était vraiment la forme du jour, mais ça, on va dire que c'est un peu renforcé. Je me suis dit, putain, définitivement, au-delà de 130, je suis gaze. Hein. 130, je peux la faire même un peu vite. Mais par contre, au-delà, c'est foutu. Donc j'ai réfléchi un petit peu, j'ai senti que vraiment à la chauffe, et sur mes 2 passages, j'étais vraiment faible sur les pecs. Je sentais que j'avais vraiment les pecs fatigués, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais vraiment les pecs fatigués. Du coup, je me suis dit, ok, je vais leur demander de resserrer d'un cran la station. On pouvait moduler l'écartement, donc je vais leur demander de resserrer d'un cran pour être un peu plus compact, un petit peu plus en bras et moins en épaule, donc moins en pec. Et j'ai également resserré ma ceinture de l'est d'un cran pour pas avoir les poids qui chutent trop de la boxe au moment de ma mise en place. Parce habituellement, j'aime bien avoir les poids assez bas sur les dips, mais là, je sentais que cette petite chute, même si c'était pas grand-chose, d'une, ça me fatiguait un peu sur la mise en place, et de deux, ça me créait une sorte d'appréhension. Genre, je sentais que c'était lourd d'un coup. Donc bref, j'ai analysé ça aussi, et j'ai demandé aussi qu'on tourne la boxe pour partir d'un peu plus haut et partir d'une position vraiment où je me sentais bien. Donc, généralement, on fait ces 3 changements-là entre le deuxième et le troisième essai, ce qui fait que j'ai réussi à valider 131,25 kg au troisième essai. Donc j'ai quand même PR au moins sur les, on va dire, j'ai PR au RPE, cette formule de merde, mais j'ai PR au RPE sur les muscle-up et les tractions, et j'ai PR tout court aux dips. Donc ça, j'étais quand même assez content de passer cette barrière-là, malgré une forme qui n'était pas du tout bonne, mais c'était quand même assez satisfaisant. Et enfin est venu le squat. Donc là, le squat, c'était un peu qui tout double. Je savais pas comment je me sentais. Pareil sur la prépa, j'avais mal géré en fait ma perte de poids tout simplement. J'avais décidé de faire un déficit calorique traditionnel pour rentrer dans ma catégorie. Et le truc, c'est que le déficit m'avait fatigué amplement plus que ce que j'imaginais. Je pensais vraiment pas qu'il me coûterait tant, que je me sentirais si léger sous la barre et que la barre m'écraserait tant. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, 3 semaines avant la compétition, qui est à peu près à la même période que le moment où j'ai switché en chin-up, j'ai fait une rep à 232,5 au squat, qui était vraiment très très dur. Très dur. RPE 9, facile. Alors que normalement, 232, j'aurais dû la faire voler. C'était le début du picking, c'était le début de la montée en intensité. Et c'était un peu les barres, on va dire, le hors-d'œuvre pour me mettre en confiance pour la suite. Normalement, je devais même faire 235, mais je faisais 225 juste avant. Et je sentais que 225 déjà m'avait quand même un peu coûté. J'arrivais à mettre un peu de vitesse, mais ça m'avait quand même bien coûté. Et là, 232, elle m'avait mis une vraie balle. J'étais choqué de comment je l'avais senti. Et vraiment, j'étais léger sous la barre. Je me pèse juste après. Donc, sachant que j'avais mangé et tout, j'étais pas à jeun ce jour-là. Et je vois que je fais 80,2 kg, quoi. J'étais au poids. Donc c'était vraiment, je me dis ok, j'ai pas eu du poids trop vite, là il faut que je change tout, il faut que je remange, il faut que je fasse pas un déficit traditionnel finalement, il faut que je fasse une gestion de mon poids au dernier moment, c'est-à-dire soit une water cut, soit un gut management, soit un mélange des deux dans une certaine proportion pour arriver le plus en forme possible le jour J. Du coup j'ai fait beaucoup de sauna pour arriver au poids, et je remercie d'ailleurs évidemment Thibaut qui m'a accompagné dans le sauna où on était normalement censé être obligé, je le précise, de se mettre nu. Normalement, il n'y avait pas le droit d'être. Eh ouais, c'était terrible cette histoire de sauna. Il fallait se mettre nu dedans, il n'y avait pas le droit d'être en slip. Et au début, on y va en slibard et tout. Après, on sort, on faisait des pauses, on faisait des allers-retours parce que c'était étouffant de ouf. Et on sort pour aller se rincer, etc. Je me pesais à chaque fois pour voir combien je perdais. Je perdais par tranche de 500 grammes. Et au moment où on part pour y retourner, il y a le mec de la salle qui nous dit, en allemand en plus, on comprenait rien, il nous dit oui, faut enlever vos slips, quoi, en gros. Vous devez y aller à poil. Et du coup, on était en mode ah ouais, t'inquiète. Dès qu'il s'est barré, on est parti avec nos slibards dans le sauna parce que voilà. Du coup, on s'est retrouvé avec plein de mecs tout nus dedans. En plus, le sauna était mixte. Bon, il n'y avait pas de femmes qui venaient. Si, il y en avait une ou deux qui étaient venues, mais elles mettaient leur savette. Mais bref, c'était une ambiance un peu chelou. Mais donc, merci à Thibaut de m'avoir soutenu pour cette perte de poids dans le sauna.
Parce que lui, finalement, il a fait autant de sauna que moi, ce fou. Donc, bref. Et, et je me suis perdu, putain, avec ces conneries. Et oui, voilà. Donc, j'ai repris du poids 3 semaines avant. Tac, j'ai essayé de remanger, de bien remonter en calories et de voir comment je me sentais. Donc, j'avais dû changer toute ma prépa, hein, en fait. Tout ce que j'avais planifié de base. En fait, j'ai fait vraiment du haut feeling, en quelque sorte. Je montais, je voyais ce que je pouvais faire le jour J. Je m'entraînais vraiment au RPE. J'essayais de faire un top 7 sans taper trop non plus, mais en sentant des choses, etc. à chaque fois. Et j'ai vraiment fait les 3 dernières semaines de ma prépa au squat comme ça. Du coup, le jour J, je savais pas trop comment je pouvais être. J'avais fait 1 à 2,30 la semaine d'avant, enfin pile poil 7 jours avant la compétition, 1 à 2,30 qui était vraiment bien passée. J'avais eu des bonnes sensations dessus. Je sentais que j'étais plus compact à nouveau sous la barre, les sensations que j'avais toujours eues. Et du coup, je me dis, ok, 2,30 ça peut être un bon opener parce que 2,30 ça peut me permettre de faire 2,40 en deuxième essai si ça se passe bien, ou ça me peut permettre de faire 2,35 si c'était vraiment dur, 2,37 si c'était un peu médium en gros pour viser 2,45 en dernier. Et 2,30 je savais que je la passerais un peu quoi qu'il arrive, on va dire. Je savais que c'était bon, quoi. C'était acquis, mon record étant à 2,50. Et donc je mets 2,30, premier essai. Elle passe vraiment bien, bonne sensation, j'étais content. 2,40 deuxième essai. C'était plus dur que le jour où j'avais fait 2,50. Ce 2,50, j'avais fait pareil, j'ai fait 2,30, 2,40. Et je sens que 2,40, j'ai la bouche quand même un petit peu moins vite, donc je sais que j'ai pas 2,50. Je pense que Marco et Thibaut, donc, qui m'accompagnaient, ils voyaient plus 2,45 et j'étais assez d'accord avec eux. Pour moi, ce que je valais de manière objective de l'extérieur, c'était quand même 2,45 avec la 2,40 que j'avais passée. Mais moi, 2,45, ça me hypait pas du tout. Ça me faisait pas envie. Et ça, c'est important, mine de rien. Ça me faisait pas envie. Je trouvais pas ça intéressant. Et 2,50, je savais que c'était quand même un peu ambitieux. Donc j'ai fait un compromis, j'ai mis 2,47,5. Et 2,47,5, je savais que ça allait être une grosse bataille. Je savais que ça allait être dur, mais moi je suis très confiant sur le squat. C'est un mouvement où je fais pas d'échecs. Franchement, contrairement par exemple aux dips et aux tractions, où ça m'arrive de rater des barres, pas très souvent heureusement, mais quand même parfois. Mais le squat, franchement, je ne saurais même pas dire. La dernière fois que j'ai raté un truc que j'ai prévu, ça doit rien remonter à des années. Et du coup, j'ai assez la confiance là-dessus. Je sais que je peux grind, etc. Donc j'ai fait une 2,47 qui était vraiment bien dure. Mais à la depth, franchement, une descente, je pense, incritiquable. Ça, c'est c'est important pour moi, de toute façon, d'avoir vraiment, comme je le disais tout à l'heure, les standards qui sont vraiment parfaitement exécutés parce qu'on sait qu'au moins, peu importe où est-ce que vous faites une compétition, votre performance, elle est valide. Vous savez que ce que vous faites, c'est bon. Donc, bref, de 45, j'étais assez content, même si c'était évidemment bien en dessous de ce que je voulais faire. Moi, je visais beaucoup plus quelque chose comme 2,55 à la base, ou 2,57 ou 2,60. J'avais bien progressé 2 blocs avant. Enfin, en gros, 3 blocs avant, je fais 2,50, 2 blocs avant, je fais 5 à 2,20, et un bloc avant, donc le dernier bloc pré-comp, c'est là où je me casse la gueule avec la perte de poids. Donc bon, je suis quand même assez content, simplement 2,47. Le petit bémol, c'est qu'elle m'a fumé la côte, vu que quand je suis remonté, je me suis un peu plié forcément, parce que mon gainage il se défait un peu en forçant, et du coup, il y a ma côte qui s'est beaucoup appuyée sur la ceinture, et j'ai senti que cet appui assez prononcé m'a produit une douleur assez vive. Je finis la rep quand même et tout. Mais là, par exemple, au moment où on enregistre, on est 4-5 jours après la compète, 3-4 jours plutôt, et je sens encore que j'ai quand même un peu mal. Donc bref, à voir comment l'après-comp se gérera. Je sais que je vais faire assez gaffe. Je suis toujours assez prudent là-dessus. Mais donc maintenant, donc ça me fait finir avec un total à 468,75 kg. Donc ce que je trouve quand même assez correct. Le total que j'avais fait pour me qualifier, c'était 470. Donc c'était un petit peu en dessous, mais le total que j'ai fait pour me qualifier, c'est un total que j'ai fait sur plusieurs jours. J'avais fait un jour un lift, pour faire simple. Donc là, c'était quand même beaucoup plus demandant. Donc j'ai vraiment concrétisé, j'ai envie de dire, le total que j'avais fait à la qualif. Donc je suis quand même assez content, avec des standards qui étaient vraiment, pour moi, je pense, indiscutables. Et je sais que je conserve un peu de marge au pool par rapport à ce que j'ai fait. Et je sais que j'ai une marge de progression sur le push, si j'arrive à avoir une bonne forme le jour J sur les dips, et si je me rentraîne bien et que je gère bien mon poids au squat, qui peut me permettre d'avoir quand même des performances sensiblement plus importantes là-dessus. Donc je suis assez content par rapport à ce que je sais que je peux faire. Et globalement, c'était une très bonne expérience compétitive, que ça faisait quand même 2 ans que j'avais pas fait de compète, donc voilà. Je te redonne le mot, mon gros Marco, avant que tu t'endormes, parce que je sens que tu as les yeux qui se plissent. Et je me dis vite, parce que lui, c'est l'heure de la sieste, là, normalement. Non, ouais, je t'écoutais et tout, mais ouais, bon, ça,
on connaît, on l'a dit moult fois en off, tous ces trucs-là. Et justement, bah, c'est quoi tes objectifs, toi, Victor? Parce que peut-être que les auditeurs ont envie de savoir quelle est la suite du programme. Bah alors écoutez, c'est très simple. Maintenant, voilà, avant Final Rep, je voulais pas trop dire de trucs chiffrés concrets. Là, de toute façon, vu que j'ai des objectifs qui restent très, comment dire, modestes dans le sens progression. Genre par exemple, le muscle up, j'ai fait 15 avec de la marge. Je vise pas 20 pour les championnats de France qui auront lieu en décembre. Ce qui pourrait pourtant être réalisable en vrai, mais je vise pas 20. Donc j'ai des objectifs qui sont assez modestes en termes d'ampleur de progression. Donc je vise 16-25 au muscle up, avec peut-être la possibilité de faire 17,5. Mais voilà, comme j'ai dit, moi, c'est faut que tout soit valide. Je veux que les 3 SS soient valides, surtout sur traction et sur muscle up et traction. Donc 16-25 au muscle up, ça me fait déjà plus 1,25 au total. 77,5 en traction, donc ça me fait plus 2,5. Pareil, avec possibilité de faire peut-être 80 si je me sens très bien, mais toujours la volonté de faire 3 sur 3, donc je préfère que ça soit sûr de le valider en fonction du deuxième essai, donc ça ferait plus 2,5 aux tractions. Au dips, j'aimerais bien faire 135. 135, sachant que pour moi, c'était déjà même en dessous du niveau que j'avais par exemple une semaine avant la compétition. Franchement, je sais que c'est quelque chose normalement qui est vraiment plus représentatif de mon niveau. Donc je l'ai entre guillemets déjà. J'ai envie de le sécuriser en m'entraînant bien, en jouant peut-être mieux la dernière semaine pré-comp pour pouvoir vraiment l'exprimer le jour J à la FNSL. Donc ça ferait plus 3,75. Et ensuite au squat, j'aimerais faire 252. Donc ça ferait PR plus 2,5. Et ça ferait plus 5 de ce que j'ai fait à la compétition. Donc pareil, pour moi c'est très très réalisable. Ça reste vraiment comment dire, assez honnête, on va dire. Et mis bout à bout, tout ça, ça me mènerait à un total de 481,25 kg, je crois. Donc ça me ferait passer la barre des 480, ce qui me fait vachement envie sur le papier. Je trouve que c'est une bonne étape. Et après, voilà, pour le squat, la seule incertitude que j'ai, c'est un peu là ma côte. Comment je récupère, parce que je sais que je peux pas squatter avec une ceinture pour le moment. J'aime pas essayer de squatter tout court. Hier, j'ai fait une séance où j'ai fait de la presse et des petits mouvements, enfin, du hip thrust, etc., en forçant quand même un petit peu, mais gentiment. Et j'étais un peu gêné. Donc après avoir voilà, avec une barre sur le dos, ça sera pas pareil. Mais voir à quel point je peux vite me réentraîner normalement sur le squat. Mais du coup, voilà, mes objectifs très chiffrés, très honnêtement dit, sont ceux-ci. 481,25 kg de total, du coup, avec les performances que j'ai annoncées. Ok, bah moi ça me plaît bien tout ça, hein. Est-ce que ça te paraît honnête de ton œil de coach par rapport à la distance qui nous sépare de la compétition? Ouais, carrément. Après aussi, il y a un truc à prendre en compte, c'est ça rejoint un peu le problème que tu as à la côte, c'est comment tu vas récupérer de la compète, de l'après-compète, Ah bien sûr, bien sûr. en espérant que ça t'a pas trop cramé parce que bah l'échéance elle est assez proche quoi. Oui, oui, bien sûr, moi, je suis totalement d'accord. Bah, c'est pour ça que de toute C'est façon, ça. là, comme je l'ai dit, les performances que j'ai dit, par exemple, sur le pool, c'est des performances que, clairement, je pense, pareil, tu peux. Enfin, si je vais faire des posts récapitulatifs de toute façon, là, mais pour que vous ayez les vidéos, etc., des passages, enfin, des troisièmes passages. Mais clairement, 16-25 en muscle up et 77,5 en traction, c'est des trucs que je pouvais le faire le jour J, c'est sûr. C'est certain, voilà. Donc là, maintenant, la question, c'est simplement peut-être de les passer à l'entraînement au cours d'un cycle d'entraînement, pas simplement là demain, je me dis bon j'ai envie de voir si je peux le faire, je le fais, évidemment pas ça, mais donc de créer quand même un peu de construction, d'essayer de reconstruire un petit peu, en étant vraiment prudent et en recréant un momentum gentiment, etc., pour pouvoir en fait simplement exploiter quelque chose que j'ai déjà en quelque sorte. Donc là on revient à ce qu'on a expliqué moult et moult fois sur construction versus exploitation. Donc là je pourrais quasiment déjà exploiter ça, puisque je l'ai entre guillemets. Mais je me laisse la possibilité de reconstruire pour quasiment passer les performances que j'ai dit avec la même difficulté que ce que je l'ai fait à Final Rep, donc avec vraiment une marge importante. Et après, bon, dips et traction, voilà, bah, c'est toujours l'incertitude, évidemment, comme tu l'as dit, hein, de comment je récupère, etc. Donc après, ce sera à moi d'être prudent et d'espérer régénérer un bon élan. Et ça, je vous conseille de vraiment faire attention. C'est vrai que post-compète, vous pouvez être assez hypé et impatient de remettre lourd, mais il faut à tout prix éviter. Il faut à tout prix éviter parce que même si vous êtes peut-être pas en termes de ressenti tant fatigué que ça, je peux vous assurer que vous l'êtes et que si vous essayez de remettre trop vite, trop lourd, vous allez vous casser la gueule, vous allez sentir les barres 10 fois trop lourdes et ça va aller que en se dégradant. Donc reconstruisez gentiment pour pouvoir exploiter quand même un petit peu. Il faut qu'il y ait un minimum de construction
entre-temps avec vraiment un bon deload qui vous sépare de votre nouvelle étape de construction. Ouais, bah, je suis bien d'accord avec ça, ouais, carrément. Ok, bah là, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode-là pour aujourd'hui. Comme d'hab, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, abonnez-vous à Spotify, à Deezer, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast. Lâchez un like, un commentaire. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, à nous suggérer aussi des sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi sur les prochains épisodes. Voilà pour ça, en tout cas, bah, retour, je pense, très complet. J'espère que ça vous plaira et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Ciao!